Tu rentres chez ta mère. Non, je ne rentre pas chez ma mère. Et pourquoi? Parce que je suis là. Et je reste là. Allez, on y va, monsieur Gendron. Ça a déjà commencé. Non. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 août, mais elle sera diffusée le 5 août. Eh ben voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça que ça se passe chez les Gendron. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais rappeler, c'est l'autre qui me l'a dit tout à l'heure, que pour toute participation, parce que je viens de mettre de l'eau, à la cagnotte de Cogito, la cagnotte PayPal, eh bien, n'oubliez pas de me redonner votre adresse pour vous envoyer la tasse pour toutes les contributions de plus de 20 €. Voilà, alors nous avons déjà eu des personnes, mais elles oublient de m'envoyer leur adresse, qu'elles me l'envoient sur contact@cogito.com et nous leur enverrons leurs tasses. Elles sont limitées, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis après, on en fera d'autres qui seront complètement différentes et ainsi de suite. Voilà. Petit commentaire sur le trollage en cours sur la dernière vidéo. Je voudrais rassurer les trolls, ils ne sont pas lus. Vous savez, c'est les méchants qui mettent des commentaires absolument odieux, débiles, infantiles, très infantiles. Vraiment, ils sont niveau pipi, caca, popo. C'est vraiment très médiocre comme type d'intelligence. Ça vole très très bas, très très bas, très bas. C'est le désert, là, ça passe par une oreille, puis c'est comme ça, c'est assez lamentable. Mais vous pouvez vous fatiguer, mais comme les commentaires sont tous vérifiés avant publication, eh bien, vous n'êtes pas publié, donc vous vous acharnez à dire des méchancetés comme ça, et puis après, nous, dès qu'à 2 mots, ça nous suffit, allez, à dégager. L'équipe, elle est très efficace pour cela. D'autre part, j'ai posé une question tu crois qu'on a besoin des ventilateurs parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. On ne sera pas long. Parce que Lolo télé, elle dit, oh là, il fait chaud dans le bureau. Non, mais ça va aller. Mais bien sûr que ça va aller. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc, j'avais posé une question par rapport à ces témoignages de personnes qui meurent dans les hôpitaux alors qu'ils ne devraient pas. Et effectivement, j'ai eu confirmation de la part d'un médecin qui a été très explicite et dont je vais vous lire ses témoignages. Donc j'en ai eu d'autres, des personnes qui ont vécu des choses tristes. Donc j'ai fait une petite page sur laquelle j'ai résumé pratiquement tous ces témoignages, que j'ai quasiment pas modifié, sauf pour quelques fautes de français parfois, quand c'était trop... et c'est pas du tout une critique que j'apporte aux contributeurs, au contraire, c'est pour permettre une meilleure lecture pour vous. Voilà, mais c'est avec tout mon respect et toute la peine qui l'accompagne que je reçois tous ces témoignages. Alors, un témoignage qui nous vient du Québec. Au Québec, ma mère mourante du cancer, quand l'eau est montée au poumon, j'ai appelé l'ambulance et aussitôt rendu à l'hôpital, le médecin lui a fait une injection dans la cuisse et moi j'ai voulu savoir pourquoi cette piqûre. Il m'a répondu que c'était pour qu'elle parte plus vite et sans douleur. Alors j'ai voulu l'arrêter en lui disant que tous ses enfants n'étaient pas arrivés et il m'a répondu sans aucune empathie et ce à côté de ma mère que de toute façon, elle allait mourir quand même. Ma mère a reçu 3 piqûres au total à l'hôpital et elle est décédée à 14 heures après sa première piqûre et ce chien de médecin nous a répondu qu'elle avait le cœur solide pour son âge à 83 ans. Donc je ne vais pas donner les noms pour respecter l'anonymat des personnes. Un autre témoignage. Bonjour, suite à votre vidéo, je reste très interrogatif sur la fin de mon ami. À 47 ans,
découverte d'un cancer du pancréas. Arpad, ça devait être un Hongrois, parce que Arpad c'est un prénom hongrois, se fait soigner dans une clinique. Sans famille et les amis pas présents, il m'a demandé de venir vivre avec lui, car en ces termes il me dit « Je ne veux pas crever seul comme un chien ». J'étais son ami, sa sœur de cœur, donc j'ai dit oui. Il lui était annoncé 3 mois, il a duré plus d'1 an. J'étais son référent pour le médical. Sa terreur était de mourir à l'hôpital, et il ne voulait pas qu'une aide-soignante le déshabille ou que je sois présente. Quand la douleur a été trop dure, il m'a demandé de l'emmener à l'hôpital, mais de rester avec lui. Arrivé sur place, ils l'ont pris, et j'ai dû rester dans la salle d'attente. Il s'est débattu, s'est révolté, et je peux vous assurer qu'il avait de la poigne encore, le pauvre. J'étais désemparé. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi et que je pourrais le voir le lendemain. Je ne l'ai plus jamais revu, vivant. Ils m'ont confié qu'ils s'étaient mis à plusieurs pour le canaliser et lui ont fait une piqûre pour l'endormir. Il ne s'est jamais réveillé. Je n'ai rien dit, car vu sa faiblesse, la dose avait dû être un peu forte. Mais il était mort sans s'en rendre compte. C'était en 2011. Je voudrais rajouter que, sur ses conseils, bien sûr, je préparais ses repas avec les épices et ingrédients dont il avait étudié les bienfaits, et qu'il reprenait du poil de la bête, au point d'aller se promener, boire un verre au centre-ville facilement. Mais après la séance de chimio, c'était une catastrophe, complètement handicapé jusqu'à ne presque plus pouvoir marcher. Il fallait des jours pour qu'il retrouve la forme. Un bisou à lui, que j'aime. Un autre témoignage. Alors bien sûr, c'est dramatique. C'est même insupportable. Et vous avez noté que c'était en 2011. Or, la loi Leonetti, elle est passée en 2016. Ça veut dire qu'il faisait déjà ça avant. Et avec l'affaire Vincent Lambert, il y a quelque chose d'un petit peu ridicule, vous ne trouvez pas? Ça veut dire que pour certaines personnes, ils le font, pour d'autres, ils ne le font pas. C'est compliqué de savoir qui a le droit de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Bonjour, monsieur Gendroc. Infirmière en hôpital privé à Lyon. J'exerce depuis 20 ans en chirurgie générale et en cancérologie. Je n'ai jamais entendu parler de méthode d'euthanasie pour personnes âgées incurables. Les médecins sont même frileux quant à l'utilisation de la morphine. Je suis étonné de la pratique de telles méthodes si cela existe, bien à vous. Je ne donnerai pas le nom de cette infirmière, qui est certainement de très bonne foi. Donc je ne discute pas cela. En revanche, autre témoignage. À votre santé, de la part de Cogito. Bonsoir Philippe. Le témoignage que vous nous avez lu ne m'étonne plus après presque 40 ans, en 2020, de pratique médicale, où rester médecin au sens noble du terme hippocratique devient une vraie gageure à notre époque. Donc, nous avons là le témoignage d'une femme médecin. La loi Leonetti du 2 février 2016 autorise les médecins à pratiquer, et chaque terme est important, la sédation profonde continue. La sédation profonde continue. Ce sera donc le titre de notre capsule. Loi scélérate, à mon avis, qui déculpabilise le législateur, mais oblige un seul médecin à devoir la pratiquer si le patient ou un membre de la famille l'exige. Donc là, il y a quand même un problème. Qui oblige un seul médecin à devoir la pratiquer si le patient lui-même ou un membre de la famille l'exige. Or, dans tous les témoignages que nous avons eus, à aucun moment, ni le patient n'a réclamé la sédation profonde et continue, ni un membre de sa famille. Donc ça a été une décision univoque d'un ou de médecin ou d'infirmier. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ça se passe. Comme toute loi humaine, le balancier va vite se retrouver de l'autre côté et entraîner les dérives que vos lectrices ont subies d'une façon inhumaine. Reprenons les termes. Sédation égale modification de l'état de conscience. 2. Profonde. Modification de l'état de vigilance au stade 3. Continue. Sans réveil si possible et souhaité. En quelque sorte, c'est une euthanasie. On a trouvé un autre terme, sédation profonde continue. Mais
Pour moi, par exemple, je le comprends comme une euthanasie. Mais, comme ce médecin nous l'explique, cette euthanasie doit être pratiquée par la décision d'un médecin, selon l'accord du patient ou de membres de sa famille. C'est-à-dire que et le patient et les membres de sa famille ne peuvent être exclus de cette décision. Et dans les témoignages que nous avons lus, il se trouve que on saute sur le patient à plusieurs personnes, donc plusieurs infirmiers, donc ce sont des complices, d'une action que ne réclament pas ni le patient, ni leur famille qui en témoignent. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là, et je pense qu'il faudrait encadrer la loi Leonetti. Et évidemment, il n'y a pas un seul député qui en a suffisamment entre les jambes pour faire ce travail. Ah, si je devais faire de la politique, je vous assure que je me battrais pour ça. Ce qui oblige les médecins à faire des calculs de haute ingénierie pour brancher là où les pompes en fonction de chaque patient et de son état de santé, en sachant que le patient va mourir à petit feu de soif et complètement drogué, variable selon chaque patient. Or là, on nous explique qu'on va le faire, mais à l'aide d'une machine qui va doser la sédation profonde. En revanche, dans tous les témoignages, il n'y a pas de machine, il y a juste une piqûre. Et des fois, il y en a 3. C'est quand même très étrange. Je m'interroge. Alors, en HAD, hospitalisation à domicile, en tant que médecin coordinateur, j'ai dû aider par 2 fois 2 médecins généralistes complètement perdus, et je les comprends. Nous avons choisi d'être médecins pour aider les gens sur leur chemin de guérison, non pour les tuer. Et j'ai fait appel à l'équipe palliative, et tous ensemble, avec le patient et la famille, nous avons mis en œuvre ce processus qui, pour moi, a été une véritable torture. Je ne pensais pas devoir terminer ma carrière ainsi. Nous sommes incapables en France de créer une solidarité professionnelle où des équipes formées aux soins palliatifs prendraient le relais avec réflexion multidisciplinaire en plusieurs étapes vers l'euthanasie, comme en Belgique, voir le livre d'Anne Berthe, Le tout dernier été. Dans la même veine, l'IVG, quand j'ai débuté en tant que médecin généraliste de campagne, je différencie les médecins des villes et les médecins des champs qui n'existent plus. Nous sommes les derniers dinosaures. La loi Veil sur l'IVG du 17 janvier 1975 commençait à être appliquée, mais dans des dérives gravissimes, où les femmes ont cru et croient toujours que cela leur a donné la liberté. Quelle liberté! Et nous, les médecins, entre le marteau et l'enclume. Pour terminer, je voudrais témoigner que lors d'un remplacement, je termine ma carrière ainsi, je me suis enfui littéralement d'un hôpital où les patients âgés multipathologiques subissaient des expérimentations médicamenteuses et opératoires par de jeunes médecins. Enfin, non, des techno-allopathes, comme je les appelle, sans aucune vergogne. Voici le témoignage du triste état de santé de notre corporation, et ça me fend le cœur. Comme disait Rému, tu me fends le cœur. Je vous découvre, Philippe, je ne vous découvre que depuis 2 ou 3 vidéos, mais ça me plaît. La lecture des livres de Michel Georget et Sylvie Simon, je vous en ai déjà parlé, m'ont ouvert les yeux. Il y a déjà plusieurs années. Lyme, vous m'en bouchez un coin. Mais faut-il encore s'étonner de notre civilisation en voie d'extinction? Bonne soirée, cordialement, Docteur X. Voilà. Vous avez ici des témoignages qui m'ont été communiqués sur kojihito.com, contact@kojihito.com. Si vous en avez d'autres, soit pour infirmer, soit pour confirmer, eh bien, si ceux qui sont dans l'infirmation eh bien, veulent correspondre, et si leur discours n'est pas un discours de haine ou un discours est posé comme celui de ce médecin, je le publie de la même façon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un discours type pro-vaccinal, haineux, avec de la détestation, c'est pas la peine qu'on en parle. Hein. Je vous le dis tout de suite. En revanche, les témoins qui ont vécu des drames avec leurs parents, leurs enfants, parents, grands-parents, n'hésitez pas à nous en faire part.
Et parce que notre devoir, c'est de vous informer. Donc nous vous informons avec le plus d'esprit critique que nous pouvons avoir, mais surtout avec le plus d'honnêteté. Alors, on parlait de médecin de campagne, et puis avec Louloute, on parlait d'un médecin de campagne qu'elle avait quand elle était enfant. Tu veux pas en parler un petit peu? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, ben c'est toi, c'est ton expérience. Elle est timide. Non, répète ce que je t'ai dit. Mais fais pas ta maline. Je peux pas me maline. Elle fait sa maline. Allez, vas-y. Non. Ce que je te disais, c'est qu'on pouvait les appeler à toute heure de la nuit, enfin n'importe quand. Et puis moi, j'ai le souvenir que ce médecin de famille, il venait avec la veste de pyjama et la veste une veste au-dessus, voilà. Il a couru tout de suite. 10 minutes après, il était là. Et c'est vrai qu'on était quand même 6 à la maison, et 6 frères et sœurs, et puis si souvent. Et puis ça le dérangeait pas. Il faisait son travail de médecin. Ça, voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons les médecins qui ont une pratique orthonormée, hein, vraiment. On commence à 8h, 9h, on termine à 6h. Moi j'ai un ami médecin, il arrête de commencer le matin. Soit il commence le matin, il dit qu'il arrête à midi, mais il finit à 18h. C'est systématique, si c'est pas à 20h. Vous avez ces médecins-là qui existent encore, mais dans les campagnes, c'est le vide, vraiment, c'est le désert médical, où les médecins n'osent plus venir. Pourtant, la vie est bien plus agréable dans les campagnes qu'elle ne l'est dans les villes, déjà. Et ensuite, on a plus le temps de s'occuper des patients. Quoique, à la maison de retraite, à côté de chez moi, il y a une maison de retraite et le médecin vient une fois par semaine avec un carnet d'ordonnances comme ça. Et il n'y a que des calmants pour les vieux, comme ça, ils restent calmes. Ce qui n'est pas une solution non plus. Non plus. Alors effectivement, la médecine aujourd'hui en France est très malade, mais dans tous les pays, je crois. Peut-être moins aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont tellement procéduriers que si un médecin commet une erreur, il se retrouve rapidement au tribunal à devoir payer des millions de dollars de dommages et intérêts. En France, tout le monde s'en fout. La justice est toujours du côté du manche et jamais du côté des pauvres et des victimes, ce qui est très très grave. Il faut que ça change. Le monde politique doit changer également. On ne peut pas continuer comme ça avec une équipe LREM qui trahit tous les fondements de la démocratie, avec des politiques qui sont tous des corrompus à 98% d'entre eux. J'englobe également les sénateurs, j'englobe également le Conseil d'État. Ils sont placés par des personnes beaucoup plus importantes qu'elles, et ils prennent des décisions contre les intérêts citoyens, uniquement pour favoriser le système économique. Alors, peut-être qu'avec la crise qui arrive, et je vous assure qu'elle va être énorme, cette crise, tout va s'effondrer, les billets, l'argent n'aura plus aucune valeur, la bourse va s'écrouler, les banques vont être ruinées et vont vous piller, vont vraiment vous piller inévitablement tout ce que vous avez sur votre compte et dans vos coffres, c'est sûr. Hein, ils savent qui a acheté des lingots d'or, par exemple, qui sont dans un coffre-fort, ils vont les ouvrir et comme ils sont ruinés, ils vont disparaître. Il y a beaucoup de banquiers qui ont déjà pris la poudre d'escampette, et ça se passe aux États-Unis, et qui ont acheté qui se sont bâtis des villas avec en sous-sol même, où ils peuvent survivre pendant 1 ou 2 ans complètement isolés du monde, parce qu'ils savent que les gens vont leur faire la peau, inévitablement. On est dans une situation critique. Alors regardez Pierre Jovanovic, regardez ce que j'ai posté sur Facebook hier ou ce matin, je ne sais plus, très tôt, sur le vaillant petit économiste qui explique comment les politiques trahissent la démocratie et trahissent la loi. On devrait pratiquer la même chose qu'au Brésil, ce qu'on a fait, bon, mais quoique, ils l'ont pas fait beaucoup, mais ils l'ont fait une fois, mais surtout en Finlande, mettre les banquiers en prison, on n'a pas le choix. Ils ne respectent pas les cadres, ils ne respectent pas les lois. Il faut dire que lorsque nous avons cette crise, la précédente, Sarkozy avait aidé les banquiers, et puis après les banquiers, ils ont recommencé à spéculer sur rien du tout, avec notre argent. C'est notre argent, et après ils nous le volent. Et ça, c'est insupportable. On n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le dire. C'est interdit. Donc ils ne nous le volent pas, ils nous l'empruntent sans nous le rembourser.
et sans intérêt. Donc là-dessus, il va se passer quelque chose de dramatique. Tout fout le camp de toute façon. Vous voyez bien, les médecins aujourd'hui se fichent de leurs patients, en dehors de certains qui ont encore un code moral et qui croient encore au serment d'Hippocrate. Mais même l'ordre des médecins avait déclaré, je l'ai publié, c'est publication de leur part, avait déclaré qu'ils faisaient ce que le ministère de la Santé leur ordonnait de faire. C'est pas ça, être un médecin. Un médecin, c'est être indépendant et être capable de dresser un diagnostic en rapport à une pathologie. C'est pas les gars, à 4, attrapez-moi celui-là, de toute façon il est condamné, on va lui faire une piqûre et puis on va s'en débarrasser. Alors bien sûr, on va dire, oui, c'est pas vrai ce que vous dites. Mais c'est pas moi qui en parle, ce sont les témoignages, et on va sans doute en avoir d'autres, et je vous encourage à nous en donner d'autres, à nous en apporter d'autres. Et c'est pas un plaidoyer contre les médecins, non, pas du tout. C'est pour leur faire prendre conscience qu'ils n'ont pas fait ce métier pour gagner de l'argent, même s'ils vont en gagner, parce que tous les métiers rapportent de l'argent, ils ont fait ce métier par vocation. On fait le métier de médecin par vocation pour aider les gens qui souffrent. Pas pour les piquer comme les animaux qui ne peuvent plus bouger, sous prétexte qu'on n'a pas de solution. Or, quand on s'intéresse à la médecine naturelle, on se rend compte qu'on a des solutions. Et d'ailleurs, on en a encore découvert une avec Louloute tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ça fait 3 jours que je suis dessus, mais je lui ai pas tout dit. Elle me dit, alors, c'est quoi tout de suite, elle me saute sur le poil, je lui donne tout. Ça marche pas comme ça. Mais je vais vous en parler dans une capsule. C'est l'oxyde nitrique. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous regarderez, faites des recherches. Ou alors, réservez-vous pour dans 2 ou 3 jours où je vous en parlerai. Donc l'oxyde nitrique redonne la santé, régénère les cellules et vous permet d'aller mieux. Donc si on était capable de faire des shoots, enfin on ne peut pas faire des shoots avec ça marche pas. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est comme dans Pandora 5, le voyage autour des vitamines. Eh bien, les vitamines fonctionnent en synergie. Elles fonctionnent en synergie les unes avec les autres. Et ensuite, il y a une réaction chimique qui se passe dans le corps et qui va déployer cette lumière, qui va aider les gens à se soigner, à se guérir même. Or, l'acide nitrique, c'est la même chose. Mais je réserve ça pour plus tard. D'autre part, on a regardé avec Louloute une série formidable qui s'appelle Les 3 royaumes et qui parle justement de la Chine entre l'an 200 et 300 après Jésus-Christ. Alors les luttes de pouvoir, les guerres, la politique, la stratégie, la philosophie, qui est toujours présente parmi ces gens-là, parmi ces gens éduqués. La stratégie, elle est beaucoup là aussi. Ah oui, énorme, oui. Énorme. C'est fantastique, c'est vraiment passionnant. Donc on apprend énormément de choses, et ça nous remet un petit peu dans le bain par rapport à cette Chine qui est plus de 5 fois millénaire, et qui était extrêmement développée intellectuellement, et on se retrouve face à des génies de la pensée, à des stratèges remarquables. On comprend vraiment l'utilité de ces jeux de stratégie, parce qu'ils jouent au Go. Alors personne ne joue mieux que les Asiatiques au Go, mais qui est une discipline, un jeu, qui a l'air d'être un jeu, mais qui n'en est pas un, qui est en fait un traité de stratégie à lui tout seul. Et après, il l'applique sur le champ de guerre, sur le champ de bataille. Eh bien, on entend des phrases dans cette série qui sont fabuleuses, de type confucianiste ou Lao Tse, et qui sont absolument remarquables, et qui nous permettent après de regarder la réalité actuelle avec beaucoup de détachement. Et on se rend compte que les gens accordent beaucoup d'importance à des bêtises absolues. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'essayer de vivre dans de bonnes conditions. C'est d'essayer d'avoir à manger dans son assiette et de ne pas priver son enfant. C'est d'essayer de vieillir dans de bonnes conditions. Eh bien,
Ça, c'est important. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Quand on a la santé, on va bien. Et puis après, on voit qu'aujourd'hui, vous avez sur Internet les petits barons d'Internet qui essayent de briller plus que les autres, qui vont attaquer les uns et puis les autres. Et à chaque fois, tout le monde se réveille dans une bataille navale absolument ridicule, toucher, couler, pour gagner quoi? Rien. Pour gagner le conflit généralisé. C'est-à-dire qu'on va former des clans. Il y a le clan de celui de gauche, il y a le clan de celui de droite, vous avez le clan du centre. Et en fait, tout ça, ça fait quoi? Ça fait la division. Ça va diviser tout le monde. Et même les instigateurs ne savent pas forcément qu'ils sont eux-mêmes les princes de la manipulation, parce qu'au-dessus, on le leur a demandé. Ils appartiennent à des loges, quelles qu'elles soient. C'est pour ça qu'ils arrivent, ils sont financés, ils arrivent secrètement, bien sûr, tout est secret, et ils sont là pour semer le chaos. Au lieu de rassembler, ils divisent. Un coup, ils sont blancs, un coup, ils sont noirs, on dit tout et son contraire, et vous qui me regardez, ou qui regardez les uns et les autres, vous êtes poussés à faire des choix. Ah oui, lui, je le préfère à l'autre c'est un imbécile, elle, c'est une idiote, et ci et ça, lui, c'est un franc-maçon, lui, c'est un machin, ça n'a aucune espèce d'importance. Et, en se comportant comme ça, on fait éclater toute l'unification qui devrait se produire entre nous tous, parce que dans le fond, on est tous dans la même galère. On est tous en recherche d'argent pour payer nos taxes, qui n'arrêtent pas d'augmenter. Je vous signale, quand on va faire les courses, ça a augmenté de près de 20%. C'est énorme, énorme. Ce qu'on achetait hier à 5 €, c'est passé à 8, voire 9 €. C'est énorme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Les salaires, ils n'augmentent pas. Les gens sont de plus en plus pauvres. On leur donne, avec cette bande de crapules et d'ordures qui se trouve actuellement à la direction de ce pays, on se retrouve avec des truands millionnaires qui pillent les pauvres pour enrichir les riches. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande la démission. Mais ça ne marche pas. Vous n'allez pas demander à un roi de démissionner. Non, un roi, il est destitué. Il n'est pas démissionné, il est destitué. Démissionner, c'est vous qui demandez à l'autre de donner sa démission. Ça ne peut pas marcher. Jamais il donnera sa démission. Il est trop fourbe, il est trop lâche, il manque de courage absolu pour démissionner. Il faut du courage pour démissionner. C'est les hommes d'honneur qui démissionnent, pas les ordures, pas les voyous, pas les gangsters, pas les francs-maçons, pédophiles et satanistes. C'est pas eux. Donc, il faut aller plus loin. Il ne faut pas demander. Il faut faire. Dire et faire sont deux. C'est un vieux proverbe basque qu'on retrouvera dans toutes les sociétés. Donc, cessez donc de dire, faites, agissez. Et cessez aussi de chercher des chefs ou des leaders. Parce que les leaders, et ça on le voit bien dans ce film, les leaders, dès qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, et dès qu'ils ont l'argent, ils font tout pour le garder pour eux. Pas pour le restituer au peuple, jamais, c'est pour eux. Or, le pouvoir, c'est ça. Et c'est ça qui est très dangereux. Le pouvoir corrompt, il corrompt absolument. Ça, c'est une citation d'un Anglais, écossais, je crois, fin du 19e siècle. Je peux la retrouver. Donc, vous tapez sur Google, le pouvoir corrompt, il corrompt absolument, vous retrouverez. Donc, c'est ça le problème. Soit nous gagnons notre indépendance. Alors, Louloute me posait la question tout à l'heure. Elle me disait, mais c'est fou parce que depuis toujours, les hommes se sont battus entre eux, ils sont rentrés en conflit. D'ailleurs, il y a une phrase dans cette série qui est fabuleuse, qui dit la guerre ne dure jamais longtemps, mais la paix non plus. Ça veut dire qu'on a une guerre, on a la paix, période de prospérité, et ensuite à nouveau une guerre. Alors, elle me posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces humains sont comme ça? Eh bien, parce que chez les humains, vous avez les bons et vous avez les méchants. Vous avez ceux qui sont facilement corruptibles
et vous avez ceux qui essayent de se battre pour la majorité. Or, ceux qui sont corruptibles, eh bien, il y a des mauvais esprits, de très très mauvais esprits, qui sont supérieurs en règle générale, qui viennent leur susurrer à l'oreille qu'ils pourraient acquérir plus de pouvoir. Qui dit pouvoir dit argent. Qui dit argent dit sexualité. Et c'est drôle parce qu'on en parlait avec un ami que je connais depuis qu'il a l'âge de 16 ans, il en a 40 ans maintenant, 13 ans, je connais. Et il a une agence immobilière et il a un banquier avec lequel il travaille. Il m'a dit, mais je te jure Philippe, c'est incroyable, dès qu'ils ont de l'argent, ils ont besoin d'être corrompus, alors ils vont voir les prostituées de luxe, et ci et ça, ils veulent mener une vie comme ça, c'est incroyable, incroyable. Eh bien oui, l'argent corrompt et l'argent rend fou. Alors si la crise arrive et supprime tout l'argent, et qu'on revient au système de don contre don, qu'il y a toujours en Afrique, par exemple, les pygmées vont déposer un énorme régime de bananes à la sortie de la forêt équatoriale, et les ethnies qui en général les chassent pour les tuer vont prendre le régime de bananes, mais ils vont donner en échange, soit une pièce d'éléphant, soit du bœuf s'ils ont la chance d'avoir. Ils vont faire un échange. Eh bien peut-être que la meilleure façon pour que nous récupérions notre équilibre intellectuel et moral, parce que ça nous permet, quand on récupère cet équilibre intellectuel et moral, eh bien ça nous permet tout simplement de nous élever spirituellement. Et quand on s'élève spirituellement, c'est justement là où ça pose un problème, parce que la spiritualité et l'argent font très mauvais ménage. Ça ne fonctionne pas. Quand il y a de l'argent dans la spiritualité, il y a quelque chose qui pêche. C'est pour ça que toutes ces personnes qui se disent spirituelles sur Internet et qui réclament de l'argent et qui sont très portés sur l'argent, comme ceux qui font des jus ou autres, c'est que l'argent, c'est que ça. Il y a un problème de fond à la base. Alors vous allez me dire, oui mais Jean Droc, vous faites des livres et vous les vendez. Ben oui, mais il y en a qui travaillent à l'usine. Moi je travaille 15 heures par jour pour écrire des livres. J'ai le droit aussi d'avoir ce salaire-là. C'est tout, et c'est pas énorme. D'ailleurs, j'en profite. J'en profite. J'ai pas dit pour autant que j'étais un être spirituel, et que je vivais comme Bouddha avec un grain de riz et une goutte d'eau. Je peux pas, j'ai une famille, nous avons des frais comme tout le monde, donc nous devons les assumer. C'est pas du tout un crime de vous faire part de toutes ces recherches et de tout ce travail qui a été fait. C'est la différence. Et n'oubliez pas... Cogito C-O-G-I-I-T-O. Si vous voulez avoir cette belle tasse, vous nous faites un don d'un peu plus de 20 €. Ça nous permet de faire fonctionner le site. Ça me permet de rétribuer des personnes qui travaillent avec moi, parce que je ne peux pas faire tout ce travail. Là, j'ai trouvé quelqu'un de remarquable qui m'aide. C'est-à-dire que moi, j'écris les articles, elle s'occupe de mettre en page, de poster, de tout ça. Voilà. Et bien tout ça, ça fait partie des dons contre dons. C'est les échanges que nous apportons quand nous le pouvons. Et c'est grâce à vous. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai négligé un petit peu Cogito à cause de l'écriture de ce livre. Je vais vous le remontrer. Uniquement disponible sur Amazon, Pandora 6. Et vous verrez qu'en septembre-octobre, nous publierons un livre exclusivement réservé à la maladie de Lyme, où vous apprendrez, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, qui vous permettront de faire le point, qui n'est pas un livre en concurrence, pas du tout, je fais de concurrence à personne, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes là pour apporter une expertise, éventuelle expertise entre guillemets, Nous sommes là pour vous apporter des connaissances, pas meilleures que d'autres, pas du tout, mais complémentaires. C'est-à-dire que vous allez trouver un article écrit par un scientifique qui va parler d'une chose que j'ai pas notée. Eh bien, c'est donc complémentaire, ça va avec. Il faut arrêter de diviser. Il ne faut pas dire Jean Droc c'est moins bien que machin ou c'est mieux que si. C'est pas ça. Ça sert à rien. Michel Georget écrit des livres extrêmement compétents vraiment sur la vaccination. C'est parfois très compliqué parce que c'est un scientifique à la base. Donc son discours est scientifique et il n'est pas toujours accessible. Mon travail à moi, c'est de la vulgarisation scientifique. C'est de vous donner accès
à ce savoir. Et le donner à tout le monde. À des gens qui n'ont pas nécessairement fait d'études, parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont dû travailler plus tôt, enfin très tôt dans leur vie. Donc c'est un autre travail. Tu voulais dire quelque chose? C'est accessible à tout le monde. Voilà. C'est ça qui... L'autre est ma meilleure lectrice. Donc voilà. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. C'est une petite capsule. Je ne ferai plus de live dans les prochains temps. Vous avez vu, parce que à chaque fois je vous demande si vous avez des questions, vous n'avez pas de questions. Quelque part, j'ai tellement de travail que j'arrive pas encore en plus à faire ça. Donc je préfère me concentrer sur la recherche, vous faire une capsule de temps en temps pour vous apporter des éléments, pour vous permettre après à vous de faire vos propres recherches, parce que c'est nécessaire que vous les fassiez. Là-dedans, c'est vrai que c'est un résumé extrêmement complexe, mais facile à lire, hein, très très facile à lire. Vous verrez, c'est très très intéressant. Hein. Donc Sherlock le mystère de Rouge Hall, l'histoire d'un culte. Vous verrez, vous allez apprendre énormément de choses. Ensuite, après, libre à vous de faire les recherches avec les liens qui sont dedans, ou d'aller plus loin encore, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Vous savez, il n'y a pas de meilleur. Il y a toujours meilleur que vous. Hein, c'est comme dans cette histoire de la Chine. Vous avez des héros extraordinaires, et ils ont leur période où ils ont été le meilleur, les meilleurs, et puis en fin de vie, eh bien, ils ne peuvent plus être les meilleurs parce que les nouveaux héros arrivent. Donc, on n'est jamais le meilleur. Jamais. Et il ne faut jamais espérer l'être. Il faut simplement être honnête avec soi-même et faire des recherches avec la plus grande correction et la plus grande honnêteté. Et c'est ça l'objectif. C'est ça, être le meilleur. Mais il y a toujours meilleur que vous, bien sûr. Bien sûr. Et je ne me mets pas au-dessus des autres, loin de là. Loin de là. Voilà, eh bien, Louloute, le petit mot de la fin. N'oubliez surtout pas vos coordonnées pour la petite tasse, pour l'envoi. Hein, pour tous les dons sur la cagnotte. Hein. Là, on a des personnes, on attend les adresses. Oui, j'attends les adresses. Oui. J'attends les adresses pour leur envoyer. J'ai 2 personnes. Ah bon, j'en ai une en Hollande, ça c'est fait. Et j'en ai 2 autres qui m'ont pas donné leur adresse. Donc il me faut leur adresse postale. Sinon, je ne peux pas l'envoyer à travers un mail. Ça ne marche pas comme ça. Ok. Eh bien, petite capsule, mais très complète, très riche. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine en été. Profitez de la vie. Aimez-vous les uns les autres. Soyez sans haine. Ne vous laissez pas diviser. Ne vous laissez pas influencer par des mauvais esprits, parce qu'il y en a beaucoup. Faites fonctionner votre jugeote, votre cerveau, votre intellect. Lisez, je vous en prie, lisez. Arrêtez de vous trouver systématiquement sur vos tablettes ou votre téléphone. Prenez un livre, n'importe lequel, hein. Même un livre d'enfant, peu importe, mais faites fonctionner votre cerveau. Ne vous laissez pas hypnotiser par ces écrans et cette technologie qui n'est pas là pour vous rendre service, mais justement pour vous couper de votre spiritualité. Et vous êtes tous spirituels, et on n'a pas besoin de diplôme pour être spirituel, et il n'y a pas de diplôme pour ça. Regardez les Indiens d'Amérique, c'était de très grands philosophes, et ils n'avaient pas fait des études, ou de grandes études, qu'importe. C'était l'école de la vie, et c'est la meilleure, c'est la plus belle. C'était l'école du savoir, des savoirs ancestraux, que justement, l'Occident essaye de détruire absolument. Ils essayent, et vous allez voir que sur Cogito, une universitaire va vous parler de la sagesse des Hopis. J'attends confirmation là, mais c'est sous peu là, bientôt. Et nous allons travailler dans ces domaines-là. Donc, je vous le répète, la spiritualité n'est pas donnée nécessairement à des gens qui sont plus évolués que d'autres. Tout le monde peut être spirituel. Du simple ouvrier, du simple boulanger, du simple soudeur au plus grand des intellectuels. Hein. Vous avez des grands intellectuels qui n'ont aucune spiritualité, hein, comme... je ne vais pas le nommer, mais vous le savez, hein, celui qui va faire la guerre partout, il n'a aucune spiritualité, cet homme-là. C'est un diable.
Donc ne vous laissez pas influencer par cela. Faites-vous confiance, reprenez confiance en vous, assumez-vous et n'hésitez pas à nous raconter vos histoires, à nous parler de vous. Et si c'est important, si vous avez envie que nous publions votre histoire, si elle le mérite, eh bien nous publierons. Voilà, si vous avez des exemples, des choses qui sont importantes, qui ne sont pas dites, si vous voulez qu'on les publie, il faudra quand même vous déclarer à nous, hein, pour assumer votre publication. Parce que les trolls sont aussi tout à fait capables de rédiger des histoires qui ne veulent rien dire, et après ils vont dire « Ouais, vous regardez ce que vous avez publié, n'importe quoi ». Donc chacun assumera sa propre publication. Koji Ito, c'est un site qui s'adresse à vous tous. Et qui est fait pour que vous correspondiez avec nous. Que vous nous racontiez vos histoires. Si vous avez des choses à dire. On a des rédacteurs, on a des gens qui sont tout à fait capables de vous aider quand vous envoyez votre histoire à la rédiger correctement, tout en vous en laissant la paternité. Je le fais très souvent, de toute façon. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite de passer une excellente semaine. On vous dit à très bientôt. Salut. Au revoir.